souvent, quand on parle de la question de la hausse des frais de scolarité, on parle beaucoup d'accessibilité aux études. Et c'est ce qu'on a fait aussi dans le mouvement étudiant, c'est d'expliquer en quoi cette hausse restreint l'accès aux études pour les étudiants et les étudiantes. Alors cette fois-ci, je vais essayer d'aller plus dans la logique de fond, d'essayer de voir qu'est-ce qui profondément motive la hausse des frais de scolarité et comment ce projet-là, qui peut avoir l'air isolé, au contraire, est un projet qui s'inscrit assez bien dans le portrait très général qui a été dressé avant moi. Comment, dans le fond, la hausse des frais de scolarité peut être comprise comme un symptôme de la crise qui, dans le fond, atteint actuellement le système économique au Québec, mais à travers le monde également. Pour faire cela, je vais peut-être commencer en parlant de ce qu'on nous dit du côté gouvernemental lorsqu'on veut expliquer ou justifier la décision d'augmenter les frais de scolarité, essayer de voir en quoi est-ce que ces arguments-là sont faux, pour ensuite voir en fait quelles sont les réelles motivations des élites politiques et économiques à augmenter les frais de scolarité à l'université. L'argument premier, vous le connaissez, l'argument que les libéraux nous servent depuis près de 2 ans maintenant pour justifier la hausse des frais de scolarité à l'université, c'est l'argument du sous-financement universitaire. On nous dit que les universités sont sous-financées, que les universités québécoises manquent d'argent et qu'il faut donc les refinancer. Et que dans le contexte fiscal et économique actuel, le seul endroit où on peut aller chercher l'argent pour financer l'université, bien, c'est dans la poche des étudiants, des étudiantes, de leur famille, parce qu'elles et elles, dit-on, doivent faire leur juste part. On pourrait attaquer cet argument-là en concédant qu'il y a un sous-financement et en menant le débat sur les sources de financement. C'est-à-dire en disant, d'accord, on accepte qu'il y ait un sous-financement universitaire, mais on veut trouver d'autres manières d'aller chercher l'argent. C'est la manière, je dirais, la plus facile de contre-argumenter la position gouvernementale sur la hausse des frais de scolarité. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, par contre, c'est d'essayer de questionner plutôt la validité même de l'argument du sous-financement universitaire. Y a-t-il réellement un sous-financement universitaire? Et c'est en répondant à cette question-là, je crois, qu'on peut découvrir, c'est pas un secret, c'est juste pas trop dit, c'est de voir quelle est réellement la logique de fond derrière l'augmentation des frais. Le chiffre qui est utilisé par les libéraux de Jean Charest pour quantifier le sous-financement universitaire, c'est de 600 millions de dollars. On nous dit que nos universités manquent de 600 millions de dollars par année et qu'il faut refinancer, donc à cette hauteur-là, les universités québécoises. D'où ce chiffre, d'où on tire ce chiffre-là? Ce chiffre-là vient d'un calcul de la CREPUQ, qui est la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec. Au fond, c'est l'association des gens qui administrent, qui dirigent les universités au Québec. La CREPUQ dit 600 millions de dollars. Comment ce calcul-là a été fait? C'est assez simple. On a pris ce qui est investi dans les universités canadiennes, on a soustrait ce qui est investi dans les universités québécoises, on a dit voilà, il manque 600 millions de dollars. Le problème avec ce calcul-là, vous le voyez assez bien, là évidemment je simplifie, c'est qu'il ne tient pas compte d'aucun des paramètres qui peuvent différencier le Québec du reste du Canada. Parce que par exemple, quand on prend les investissements totaux qui sont faits dans les universités au Québec et qu'on les compare par exemple, au nombre d'étudiants et d'étudiantes. C'est un comparatif qui peut être intéressant. On se rend compte qu'il y a au Québec beaucoup plus d'argent dans nos universités que dans le reste du Canada ou qu'en Ontario. Je peux vous donner les chiffres. On parle au Québec d'environ 30 000 $ par étudiant par étudiante. En Ontario, on parle de 26 000 $ et la moyenne canadienne de 28 000 $. Alors, par tête de pite, par personne qui va à l'université, il y a plus d'argent dans nos universités au Québec qu'ailleurs. On pourrait également comparer les investissements dans nos universités à la force de notre économie. Dans ce cas-là, on pourrait utiliser un instrument qui est imparfait, mais qui peut être pratique, le PIB. Alors, si on compare les investissements totaux, c'est-à-dire publics, privés et étudiants dans les universités, on se rend compte que ça équivaut au Québec environ à 1,94 % du PIB. En Ontario, on parle de 1,75 % et la moyenne canadienne est d'à peine 1,6 % du PIB. Alors, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que qu'on prenne un indicateur comme le PIB ou comme le nombre de dollars par étudiant, il y a plus d'argent dans les universités québécoises que dans les universités canadiennes, comme même les fameuses universités ontariennes qu'on érige tant en exemple du côté du gouvernement. Alors, ça nous permet déjà de questionner l'existence réelle d'un sous-financement universitaire. La question qui vient toujours, c'est
Alors, si dans les chiffres, il n'y a pas de sous-financement, on peut quand même constater un sous-financement dans la réalité. N'importe qui est déjà entré dans une université, en tout cas dans la plupart des grandes universités. On constate le manque d'équipement, on constate des bibliothèques mal fournies, on constate une explosion du nombre de chargés de cours par rapport au nombre de professeurs, surtout au premier cycle, parce qu'il manque d'argent. Les universités disent manquer d'argent. La question c'est où est le problème là-dedans? Parce que sur le terrain, on constate qu'il manque d'argent. Étant étudiant à l'UQAM, je peux en témoigner. Il manque de ressources dans mon programme au baccalauréat. Mais de l'autre côté, d'une manière, disons, globale, il y a beaucoup d'argent. Alors le problème, c'est pas donc dans la quantité d'argent. Le problème, c'est dans qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là. Et là, souvent, on pense que, peut-être que certains pensent que je vais parler de gestion universitaire. Or, le problème, dans les faits, il est beaucoup plus complexe et beaucoup plus, je dirais, structurel qu'une question de gestion universitaire. Le problème, c'est pas qu'il y a quelques gestionnaires qui font mal leur travail, il suffirait de faire le ménage et puis là, il y aurait assez d'argent. Ce qui se passe dans nos universités, c'est beaucoup plus profond que ça. Nos universités, au Québec, sont en train de changer. Elles sont en train de changer profondément. Elles sont en train de changer de nature, elles sont en train de changer de mission, elles sont en train de changer d'activité. Et ça, il suffit de regarder un budget universitaire pour le voir. Dans les 10 dernières années, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a plus d'1 milliard de dollars qui a été investi au Québec dans les universités, seulement en recherche. Et quand on parle de recherche, on parle de recherche appliquée, de recherche commercialisable. Donc, on parle de chaires de recherche qui travaillent sur des projets appliqués pour développer des nouvelles technologies, que ce soit en marketing, en ingénierie, en télécommunication, en général, ou en sciences de la santé. Généralement, c'est dans ces domaines-là que ça se situe. Donc, on a de plus en plus d'argent en recherche, on a de plus en plus d'argent dans les immobilisations. Le cas le plus connu, c'est l'îlot voyageur. Et donc, on a un transfert des fonds de l'enseignement, qui est l'activité historique, fondamentale des universités, vers la recherche, vers l'immobilier. Et donc, bien plus qu'un sous-financement, ce qu'on a dans nos universités, c'est un mal-financement. Et si on veut augmenter les frais de scolarité, c'est pas donc parce qu'il manque d'argent, mais c'est au contraire pour continuer à mettre de l'argent pour financer ces nouvelles activités-là de l'université. Comment en est-on arrivé là? C'est peut-être la deuxième question qu'on peut se poser. Pourquoi nos universités changent-elles? Qui en profite? Pourquoi nos universités sont-elles en train, au fond, de se privatiser de l'intérieur? L'économie occidentale a changé beaucoup depuis les 40 dernières années. Avec l'échec du Fordisme, on le sait, on le voit dans nos quartiers, dans nos villes. La production manufacturière, on le sait, a été massivement déplacée vers les pays du Sud. Donc, on ne fait plus de souliers. Les souliers, maintenant, sont faits en Chine. C'est quelque chose d'assez commun. Et donc, les économies occidentales se sont tournées vers des économies qu'on appelle de création-conception. C'est-à-dire qu'étant donné qu'on ne fait plus d'argent en construisant des trucs, on va faire de l'argent en développant des idées, en développant des concepts, en les brevetant et en les vendant. C'est ce qu'on appelle la recherche et le développement. Mais le problème avec la recherche et le développement, c'est que ça coûte très cher. Parce que ça nécessite beaucoup d'investissement. Et on ne sait jamais vraiment ce qui va ressortir, au fond. C'est toujours un peu un coup de dé. Alors, les entreprises, traditionnellement, sont plutôt réticentes à investir des sommes importantes en recherche et développement parce que c'est un risque important. Alors, dans ce contexte-là, les entreprises vont se tourner vers une institution publique qui permet de faire de la recherche et du développement, mais à très faible coût, parce que financée par l'argent public. Cette institution-là, c'est l'université. Dans le nouveau modèle économique actuel, dans la nouvelle configuration de l'économie globalisée, les universités ont une place importante, une place de pointe pour assurer le développement économique des grands pays du Nord. Et ça, il suffit d'écouter Jean Charest parler une fois d'éducation pour le comprendre. Quand Jean Charest nous parle des universités, de quoi est-ce qu'il nous parle? Il ne nous parle pas d'avoir les professeurs qui vont le mieux expliquer Platon. Quand il nous parle de l'université, il nous dit qu'il faut qu'on ait les universités les plus compétitives possibles, les plus performantes possibles, parce que c'est la clé de l'économie. Il le dit comme ça, c'est pas un secret. Les universités sont vues avant tout comme des outils de développement économique.